Maintenant, on va passer à la session sur les solutions qu'on pourrait mettre en place lorsqu'on utilise des technologies de fabrication additive. Alors évidemment, elles sont multiples et on va faire une revue un petit peu des différents procédés. Donc petit rappel par rapport à ce qu'on se disait ce matin, mais je vais très vite là-dessus. Donc évidemment, il y a de nombreuses phases qui posent question. Il y a de nombreuses phases qui peuvent exposer potentiellement les opérateurs. Et il y a des procédés différents. Donc là, on va se focaliser sur fusion sur lit de poudre, projection de poudre, et pour les polymères, pour les métaux, et pour les polymères, fusion de fils et polymérisation. Ensuite, il y aura des exemples industriels qui vont être développés aussi sur d'autres technologies. Alors, vous vous souvenez de ce matin, Sébastien Beau, il a parlé d'une campagne de mesure qui avait été faite sur un procédé de projection de poudre. Et donc, on voyait que, pendant les phases de fabrication, il y avait des émissions fortes en nombre de particules. Et quand l'opérateur voulait accéder dans la machine pour pouvoir récupérer la pièce, on avait potentiellement une exposition. C'est la courbe en haut à droite. Et donc, l'idée qu'on a mis en place et qui est assez naturelle, c'est de dire, tiens, on va mettre une temporisation. Avant de récupérer la pièce, si on attendait un peu, comme il y a un balayage d'air qui est présent dans la machine, qu'est-ce qui se passe? Et donc, la courbe qui est juste ici vous montre une décroissance à la fin du procédé pendant une dizaine de minutes, exactement 8 minutes. On voit très bien qu'avec un débit d'air de circulation dans la machine de l'ordre de 300 mètres cubes heure, ce qui n'est pas grand-chose, on voit complètement la décroissance à l'intérieur de l'enceinte. Et donc, lorsque le procédé se termine et que l'opérateur ouvre la porte, on ne voit pas de différence entre ce qui se passe au niveau de la porte, au niveau des expositions, et ce qui se passe en champ proche. Donc, clairement, ce genre d'idée, une temporisation à la fin du procédé, si le procédé a dans la machine un système de ventilation, c'est une très bonne idée. Alors, il n'y a rien de nouveau, ça existe sur plein d'autres procédés et dans plein d'autres industries. Je passe à la fusion sur lit de poudre, un autre exemple qui était donc un peu la suite de ce que disait Jérémy Pourchet. Ça se passait donc dans un centre technique à Saint-Étienne et dans une école. Et donc, c'était un procédé de fusion sur lit de poudre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on veut récupérer la pièce dans ce genre de machine? Bon, dans ce cas-là, l'opérateur est équipé. Il y a un premier sas qui permet d'accéder simplement au plateau qui est grand comme ça pour cette machine, donc 10 cm², qui est facilement attrapable à la main, donc ça va, mais on peut penser à des procédés plus grands où les questions se poseront différemment. Donc là, évidemment, il y avait un bras aspirant juste au-dessus de la porte, avec 1000 m3 d'aspiration, 1300 m3. Donc ce sont des idées qui sont très standards, mais qu'on ne retrouve pas partout. Et un aspirateur pour, évidemment, lorsqu'il ouvre le petit sas, pour aspirer le maximum de poudre afin d'éviter d'en mettre dans tout le local. Et puis après, une seconde étape où là, il peut retirer le plateau, aspirer le plateau le mieux qu'il peut. Alors évidemment, ça dépend des pièces, ça dépend des formes, ça dépend des tailles. Mais c'est possible. Et ensuite, il ouvre simplement la chambre de fabrication de la machine pour pouvoir nettoyer et donc aspirer l'intérieur, en proprement dit, de la chambre de fabrication. Donc tout ça, ce sont des étapes qui sont évidemment potentiellement exposantes. Et il est vrai que si sur les machines, il y avait des systèmes qui permettent d'aspirer au mieux ce qui se passe à l'intérieur, on exposerait moins les opérateurs. Voilà, donc la machine était située dans un local que vous voyez ici avec différentes tables de travail. Il y avait notamment une boîte à gants pour préparer les poudres et un aspirateur pour nettoyer au mieux les choses, les bouteilles d'argon. Voilà. C'est très standard. Alors, pour ceux que ça intéresse, on peut faire de la métrologie temps réel. C'est très pratique, ça ne coûte pas très cher et on peut avoir des informations rapides. Il y a beaucoup d'informations sur ce graphe, mais en gros, on va résumer facilement. C'est 3 appareils qui sont identiques. C'est pour mesurer des nanos. C'est un disque mini dont Sébastien Beau a parlé longtemps ce matin. Et donc, on peut voir l'état 0, l'aérosol de fond, avec 2 appareils différents placés à 2 mètres de la machine, en gros, mais pas au même endroit. Et on voit déjà que l'appareil numéro 1 donne les mêmes réponses que l'appareil numéro 2. Donc ça veut dire qu'un seul appareil suffit pour caractériser ce qui se passe à peu près à 1 mètre, 1,50 mètre de la machine, donc en aérosol ambiant. Quand ça monte ici, ça monte là, etc. Et c'est vraiment les mêmes sortes de grandeurs.
Ça, c'est la première information. Deuxième information, on a mis un disque mini sur l'opérateur et on a regardé ce qui se passait pendant les phases de nettoyage de la machine. Donc ça dure quelques heures. Donc évidemment, il y a des signaux en champ proche qui montent un peu plus que pour les autres opérations. Mais par contre, ici, sur l'opérateur, alors ce n'est pas la même échelle, hein, on passe de 0 à 120 000. Là, on voit clairement des pics potentiellement exposants de l'opérateur. Donc c'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Attention à ces phases de nettoyage, elles peuvent être critiques. Et aussi, sur ce graphe-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une porte coulissante dans le local et on s'est amusé, entre guillemets, à ouvrir et fermer la porte plusieurs fois de suite. Et on voit qu'il y a potentiellement de la remise en suspension, hein, qui est détectée par les deux appareils et même sur l'opérateur, qui peut se produire dans ce genre d'atelier. Donc c'est-à-dire que si l'état du local n'est pas un peu surveillé, on peut avoir ce genre de choses, et évidemment, ces poudres-là, elles peuvent rester dans le local, mais elles peuvent aussi sortir du local. Donc, c'est des questions qu'on connaît et qu'il faut juste regarder. Et donc, après, ce qui se passe, c'est qu'on a décidé de bien nettoyer le local. Donc, l'opérateur a nettoyé donc à l'humide toute la chambre tout le local de fabrication, comme vous pouvez voir ici. Et après, pendant 3 jours d'affilée, on a mis 2 disques mini dans le local qui se superposent relativement bien. Donc, du coup, un appareil suffit pour ceux qui veulent essayer. Et puis, on avait mis un disque mini juste à l'extérieur du local où on voyait que la pollution, quelque part, était plus importante à l'extérieur du local que dans le local. Donc là, pour ceux qui veulent mettre en place ce genre de machine, on peut évaluer ce qui se passe dans le local et se dire est-ce que le niveau est relativement faible ou pas par rapport à l'opérateur. Moi, je dirais que oui. Parce que même si c'est des métaux, 5000 particules, c'est vraiment pas grand-chose. Je pense que si on va sur le trottoir, là maintenant, on prend le même appareil, on aura certainement plus. Alors, ce ne sera pas les mêmes matières, simplement, ça ne sera pas forcément moins dangereux. Donc ça, c'est une question technique, pratique. De toute façon, 0, on n'aura pas. Donc, mais contrôler ce genre de niveau, ça peut être vraiment pratique, surtout pour vérifier des dérives. C'est-à-dire que si au bout de 3 jours de fabrication, vous voyez que vous montez multiplié par 2, 3, 4, vous vous dites, tiens, attention, il y a peut-être quelque chose. Si vous voyez que ça reste stable, c'est rassurant. Voilà. Donc ça peut être fait un peu partout. Alors, même genre de procédé à un autre endroit, un centre technique à Bourges, on y avait été il y a quelques années. Là, on avait vraiment regardé les opérations de nettoyage de la machine, parce que là, dans ce cas-là, c'est un centre technique qui fabrique des pièces de matières très différentes. Donc, chaque fois qu'ils ont une fabrication, ils doivent changer la matière, donc nettoyer complètement toute la machine, passer du temps pour nettoyer complètement la machine, recharger la machine. Alors, vous voyez, voilà une photo super intéressante, je trouve, d'un opérateur de fabrication additive, très bien équipé. Comme c'était des poudres qui coûtent très cher, ils n'achetaient pas les poudres directement chez le vendeur de machines. Donc, ils achetaient des poudres, on va dire, en semi-vrac. Mais il fallait remplir le bidon de la machine pour pouvoir le mettre dessus. Donc là, voilà, opération avec remplissage, donc de poudre, on va dire, de 40 microns, avec un entonnoir, l'aspirateur dans une main, le bidon dans l'autre, et il fallait remplir la poudre. Donc là, on voit très bien qu'en termes de prévention, on sait exactement ce qu'il faut faire. C'est complètement améliorable. Donc c'est vrai que ces opérations annexes peuvent être critiques. Et là, pour le coup, on a mesuré des choses. Donc c'est plus des nanos, mais c'est des particules qui font de l'ordre de 10 microns. Et on voit clairement que pendant la pause déjeuner, on arrive à ces niveaux-là. Et dès qu'on recommence ces opérations de changement, nettoyage, tamisage, il y a un signal. Donc c'est vrai que si l'opérateur travaille sans EPI pendant ce genre d'opération, c'est pas bon. Voilà. Encore un autre endroit, je ne m'étends pas, mais c'était fait en collaboration avec la CARSAT Aquitaine, qui prendra le relais un peu après, chez des gens qui font donc des céramistes dentaires. Donc vous voyez, c'est des plateaux de 10 cm² avec plein de couronnes dentaires. Alors le métal, c'est bien, il n'y a que 2 matériaux, c'est du chrome et du cobalt. Donc dans ces cas-là, on sait que c'est du chrome et du cobalt, et là on mesure donc des pollution en chrome-cobalt. Pendant la fabrication qui durait toute la nuit, clairement, on avait laissé l'appareil en marche. On voit que les niveaux sont de l'ordre de 5000 particules par centimètre cube pendant toute la nuit. Et le lendemain matin, quand on arrivait dans l'atelier pour justement récupérer la pièce, nettoyer la pièce et faire toutes les opérations de post-traitement, on voyait clairement que le local se mettait à être pollué. Et ça, c'est des opérations de meulage, parce qu'il fallait découper les couronnes du plateau, et ça monte à plusieurs millions de particules par centimètre cube, donc ce sont des opérations exposantes.
Voilà, donc ça c'est un peu des idées sur ce qui se passe au niveau du métal. On retrouve ça un peu partout. Alors certes, on peut aussi se prémunir en faisant un peu de monitoring et puis beaucoup de bonnes pratiques qui sont assez connues. Donc des tables aspirantes, des dosserets aspirants, des anneaux de pouillesse pour faire du transvasement de poudre. C'est relativement connu. Mais il faut être vigilant par rapport à l'exposition potentielle. Je vais faire le même genre d'exercice, mais pour ce qui concerne les polymères. Donc là, vous vous souvenez, fusion de fils, une imprimante du commerce facilement abordable, avec un plateau chauffant sur lequel on va déposer le polymère. Donc le plateau chauffant, ça peut monter à 80 degrés. Donc c'est plateau brûlant aussi. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de capots autour de ces machines. Et une buse d'extrusion qui, pour le coup, chauffe le polymère jusqu'à 300-400 degrés. Donc rebelote, il faut faire attention de ne pas se brûler les mains à ce endroit-là. On n'a pas beaucoup parlé de ce risque, mais il existe. Et donc, c'est très abordable, fréquemment utilisé. Et alors, on a pris une pièce test qui était relativement grande, mais pas trop. On mettait 5 heures pour fabriquer ce support de téléphone que vous avez vu ce matin. Évidemment, il y a une phase de fabrication de plateau. Et puis après, on monte la matériau. Et après, il y a une couche de finition. On a fait des mesures à l'INRS de manière très répétée. Et qu'est-ce qu'on a pu voir? Alors ça, c'est un exemple. On a utilisé des fils, par exemple, d'ABS. Et on a utilisé des fils de polyéthylène terephthalate. Et donc, en gros, qu'est-ce qui se passe quand la machine se met en marche et qu'on fabrique la pièce? Et bien, paf, on arrive à plusieurs millions de particules par centimètre cube dans les premières heures de fabrication. Après, relativement, ça baisse. On est à 200 000 particules. Et puis après, à la fin, il y a une phase de finition qu'on voit avec l'ABS, pas avec l'autre matériau. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être une histoire de densité de matière déposée. En tout cas, les niveaux sont élevés et les particules sont petites. C'est un aérosol qui est composé de particules de 20 nanos pendant les 5 heures de fabrication. Vous voyez. Alors, ce sont des moyennes de plusieurs cycles de procédés. Donc, pour moi, ces machines-là, c'est bien de ne pas les laisser à l'air libre sur un bureau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, sachant que on a le même genre de courbe ici avec de l'ABS, donc acrylonitrile butadiène styrène, et grâce à des PID ou même à un spectromètre temps réel qui nous a été prêté par les collègues du laboratoire IA, on peut mesurer donc différents COV et aussi on peut notablement mesurer ce qui se passe au niveau du styrène et de l'éthylbenzène, par exemple. Donc on voit clairement qu'il y a une relation entre le nombre de particules par centimètre cube et les deux pics en vert et en orange, un plateau et puis à nouveau des petites montées ici sur la fin par rapport aux particules. Alors c'est juste pour dire que c'est une pièce qui fait 10 cm, comme ça. Donc si jamais dans l'industrie vous voulez faire des pièces de 1 mètre carré, vous voyez bien, ça va être complètement lié avec la quantité de matière déposée. On peut faire ce même genre de mesure avec tous les autres fils et pour se faire une idée des émissions potentielles. Alors ensuite, mes collègues ont pu mesurer sur des tubes de désorption et donc là, avec notamment les fils que vous retrouvez là, donc soit de l'ABS, soit de l'ASA, soit du PETG, les valeurs donc détectées sur des tubes, donc c'est des mesures, on va dire, qui ne sont pas temps réel, qui sont sur 5 heures de prélèvement. On peut voir des valeurs de styrène qui sont à peu près 3 fois plus élevées entre ces deux fils-là, pour la même pièce, et nettement plus élevées que si vous utilisez ce genre de matériaux. Donc il y a des matériaux qui mettent très peu, par exemple de styrène ou d'éthylbenzène, et puis après, en fonction de la composition chimique, vous pouvez avoir des variations très importantes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh ben, le mieux, c'est de mettre l'imprimante sous une hotte ou sous une sorbonne ou dans un endroit ventilé. Donc, le panache va monter, donc c'est bien de mettre la ventilation au-dessus de la machine. Et par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répété 4 fois donc, notre fabrication de pièces avec de l'ABS, pour le coup, à 275 degrés. Puis, on a répété 2 fois le procédé en mettant la ventilation de la Sorbonne en fonctionnement, de l'ordre de 500 m3. Alors, 500 m3, c'est une hotte de cuisine, ce n'est pas forcément une grosse ventilation. Et là, vous constatez comme moi que oui, certes, il y a une émission au départ, mais après, pendant les 4h30 de fabrication ici, on abaisse drastiquement la pollution qui est générée dans le panache au-dessus de la machine. Donc il faut faire attention parce que les machines du commerce ne sont pas toujours capotées, notamment pour les polymères. Les métaux, en général, c'est à peu près bien pensé. Déjà, ils travaillent avec des gaz neutres, donc c'est étanche. Là, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Notamment,
Et ça, bon, c'était pas prévu, mais on l'a fait quand même. Sur cette machine, ils vendent des capots. Sur ces capots, vous avez un système de ventilateur de PC qui tourne avec un filtre, enfin avec quelque chose qui est blanc et après quelque chose qui est noir que vous mettez dedans. Et donc voilà. Et avec ma collègue Jennifer, on a fait une adaptation, un boîtier ici pour mesurer ce qui sortait dans l'axe du ventilateur et ce qui sortait en périphérie. Et donc le bleu, c'est les émissions à la source, donc c'est dans la machine, bon, ok, au-dessus de 100 000 particules. Ça, c'est ce qui se passe dans l'axe du ventilateur, donc pas forcément grand-chose. Et ça, c'est ce qui se passe en périphérie. Donc c'est bien, comme disait Sébastien ce matin, tout se conserve, donc ça plus ça fait ça. Mais en gros, ça ne filtre rien. Donc ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre ça et se dire « je suis protégé ». Quoi. Voilà. Et alors, le dernier procédé qu'on a regardé, alors pour le coup, je vais juste parler de polymérisation rapidement. En ce qui concerne le nombre de particules par centimètre cube, donc là, une super bonne nouvelle, il n'y a pas grand-chose. On est de l'ordre de 4000 particules, enfin, on n'émet rien autour de ces machines, enfin, en faisant un piquage à l'intérieur, c'était la pièce test. Donc pour le coup, c'est plutôt les COV et la problématique de la résine qui pose question, plutôt que les émissions de particules pour ce genre de procédé. Voilà, donc si on résume ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que, et puis ce que tout le monde a dit un peu, pendant la fabrication, quelle que soit la fabrication, métallique ou pas, sauf pour la polymérisation où là, pour le coup, il n'y a pas de particules, il y a des émissions de particules ultra fines. Donc il faut bien s'assurer que ces particules ne sortent pas. Parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de métaux pas dangereux, ni de polymères pas trop dangereux. Donc le mieux, c'est que ça soit capté correctement. Évidemment, donc, toutes les machines, pour moi, qui émettent, doivent être positionnées dans un local spécifique, un local ventilé. Et ce serait mieux de ne pas mélanger les matières, c'est-à-dire que si vous utilisez du polymère et du métal, ce serait mieux d'avoir deux locaux différents, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes et les captages ne seront pas les mêmes. Donc, après, il y a des systèmes de hotte, ou bien vous pouvez vous fabriquer des enceintes spécifiques ventilées. J'ai vu des petites entreprises, ils avaient fabriqué avec du plexiglas, un petit caisson avec un ventilateur, ça marche très bien. C'est des choses qui sont très, très adaptables pour capter les émissions. Et évidemment, pour toutes les opérations annexes, pensez à avoir des dossers aspirants, des anneaux aspirants au-dessus des bidons, et puis pensez aux phases de remplissage et nettoyage des machines. Par contre, toutes les opérations qui semblent exposantes, comme la maintenance, le nettoyage et le chargement, c'est bien aussi d'avoir des EPI, parce que là, on n'a pas d'autre solution que de rentrer dans la machine ou que de rentrer dans le local, et c'est assez pollué. Voilà, donc je voulais remercier mes collègues, Jennifer Klingler, qui a travaillé beaucoup là-dessus, Laurence, qui nous a prêté et fait toutes les mesures avec le spectromètre, et puis Mohamed, qui a fait sa thèse avec Jérémy et moi, sur la fabrication de lits de poudre métallique. Un travail d'équipe.